Le président Emmanuel Macron a présenté mardi 13 juin 2023 du site du laboratoire pharmaceutique Hacketon à Champagne, en Ardèche, un plan de relocalisation de la production de médicaments en France, afin de faire face à la pénurie des médicaments, renforcer la souveraineté industrielle et technologique de la France. Pour mieux comprendre la situation de la pénurie des médicaments en France, ainsi que les défis pour le gouvernement de Macron dans la relocalisation de la production de médicaments en France, RFI Rédaction en vietnamien interviewe Anaïs Francioni, porte-parole de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, OPMES. Bonjour Anaïs Francioni, d'où vient l'ambition de relocaliser ou de relancer la production des médicaments en France? Alors, l'ambition de relancer la production de médicaments en France, elle a été causée par trois facteurs principaux, qui sont donc la pandémie de la Covid-19, les pénuries croissantes et aussi la dépendance aux importations. La pandémie a évidemment joué un rôle important à ce niveau parce qu'elle a permis aux décideurs de comprendre que les risques sanitaires et pandémiques étaient existants et peu prévisibles. Donc à ce moment-là, les manques se faisaient rapidement ressentir dans les services de réanimation. Les protocoles hospitaliers devaient réagir dans l'urgence pour s'adapter aux tensions. Oui. On a aussi eu donc la Chine qui a été contrainte d'arrêter sa production dans ses sites de production de principes actifs, et l'Inde qui a dû fermer ses frontières aux exportations. Donc cette volonté de relocaliser, elle est corrélée à une nécessité de pouvoir répondre rapidement et efficacement à des situations de manque, notamment dues à des crises sanitaires. Oui. Et donc sur la question de la dépendance aux importations, la France se trouve dans une situation de vulnérabilité importante. On peut dire que dans le cadre de tensions internationales, de guerre économique entre la Chine et les États-Unis, l'utilisation de médicaments comme levier, c'est une menace qui est évidemment possible. Elle n'a pas encore été utilisée en tant que telle, mais elle pourrait bien sûr l'être dans des conflits prochains ou à venir. Donc tout l'enjeu de la souveraineté sanitaire, c'est aussi de pouvoir anticiper ce risque et d'être capable de produire les médicaments essentiels en France et plus largement en Europe. Quels sont les médicaments en pénurie ou en tension en France et depuis quand cette situation? Alors déjà, quand on parle de pénurie, il faut toujours garder en tête que l'ensemble des classes thérapeutiques, elles sont concernées par les pénuries et les tensions en France. Donc l'existence de ces tensions et pénuries, elles ne sont pas nouvelles. Elles sont en forte augmentation depuis le début des années 2000. Donc ce qui change, c'est leur nombre. On a plus de 3000 produits de santé qui étaient soit en tension d'approvisionnement, soit en rupture en 2022. Et c'est un chiffre élevé qui a connu une progression très rapide. On comptait un petit peu plus de 400 produits de santé en tension et pénurie en 2014 et plus de 800 en 2018 selon l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc nous, on a mené une enquête au sein de l'Observatoire sur les signalements qui avaient été émis concernant les médicaments à intérêt thérapeutique majeur entre avril 2021 et février 2023. Et donc sur cette période, je peux vous donner le nom des 4 classes thérapeutiques qui étaient principalement concernées. On a les médicaments du système nerveux, puis on a les anti-infectieux généraux. On a ce qu'on appelle les antinéoplasiques et immunomodulateurs. C'est des anticancéreux dont le but est de ralentir ou d'arrêter le développement des tumeurs. Et on a aussi des dérivés du sang. Donc ça, c'est 4 parmi toute classe thérapeutique qui est concernée. Elles le sont toutes. Donc cette même enquête, elle nous a aussi permis de constater que sur les médicaments qui étaient déclarés en tension ou en rupture, il y a 52% des signalements qui ne mentionnaient pas de date de retour à la normale. Et parmi ceux qui en désignaient, 38% annonçaient des dates qui étaient déjà dépassées. Donc la fiabilité de ces signalements, elle est très faible. Donc on joue sur le mot tension, mais en réalité, on doit parler de rupture parce que quand on ne peut pas délivrer le médicament à une personne, en réalité, c'est une rupture. Alors, quelles sont les raisons de cette pénurie d'après vous? Donc, il existe plusieurs raisons à ces pénuries. On peut déjà noter qu'il y a une augmentation de la consommation mondiale. Elle est accompagnée d'un vieillissement des populations. On a aussi les pays émergents qui augmentent leur capacité à pouvoir acheter des médicaments. Et évidemment, on a une explosion des maladies non transmissibles à l'échelle internationale. Donc c'est tout à fait rationnel. Si la consommation mondiale augmente, la production mondiale devrait également augmenter. Donc la production n'a pas directement pu suivre, donc il faut s'adapter rapidement à ces besoins de consommation.
Concernant la production en elle-même, on a 80% des matières premières qui sont produites en Asie, principalement en Inde et en Chine. Et on observe aussi que c'est des productions qui sont hyper concentrées, ce qui les rend très fragiles et instables. Par exemple, je peux vous donner celui du misoprostol. C'est un médicament qui est utilisé pour pratiquer des IVG, des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses et instrumentales. Et il y a une seule usine de production de matières premières qui se trouve en Angleterre et 2 façonniers seulement pour fournir l'entièreté du circuit de distribution en France. Donc le moindre souci dans cette chaîne de production, qui est hyper concentrée, peut donner lieu à des ruptures qui parviennent très rapidement à ce qui s'est passé en l'occurrence durant le printemps dernier avec le misoprostol. Et donc sous un angle de politique publique, on peut dire qu'on a délégué notre capacité à nous soigner à des logiques de marché, des logiques de rentabilité. Et en réalité, c'est à qui paiera le plus cher. On a très peu de transparence sur la constitution des prix des médicaments, sur les subventions publiques reçues par les entreprises pharmaceutiques. On dit que le prix des produits de santé est élevé et que c'est justifié par le fait du monopole du brevet, par la prise de risque faite par les laboratoires. Mais quand on creuse, on voit que les financements publics sont partout et à tous les niveaux. Donc, on finance avec de l'argent public une partie de l'innovation et de la production de ces produits de santé qui peuvent être ensuite abandonnés par les labos sans contrepartie et notamment par absence de rentabilité. Mais ce n'est pas pour autant que l'hypothèse selon laquelle le fait que les prix soient élevés rende les médicaments plus disponibles. On peut prendre l'exemple de la Suisse dont les médicaments sont 48% plus chers qu'en France et elle est d'autant plus frappée par les pénuries. Donc, ce n'est pas une question de prix du médicament. En plus, sur ces questions de prix, donc encore une fois, on a très peu de transparence sur leur constitution. Et donc, en résumé, ce qu'on fait au quotidien, en France et dans la majorité des pays européens, c'est qu'on participe à une montée des enchères sur le prix des produits de santé et qu'on les inscrit davantage, on les ancre davantage dans cette logique d'offre et de la demande. Et donc, en plus de jouer sur la disponibilité, parce qu'ils ne sont plus rentables, donc pourquoi les produire? Cette situation, elle n'est absolument pas durable. Et preuve en est, le lundi 19 juin, il y a le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé programmer un déremboursement de certains soins pour réduire les dépenses. Donc en d'autres termes, ça veut dire que les économies, elles vont être faites sur les personnes au lieu d'agir sur le prix des médicaments. Et donc au final, on a des causes à la fois économiques, sociales et sanitaires qui peuvent expliquer l'augmentation constante du nombre de produits de santé touchés par les pénuries. La France chute au classement des pays producteurs de médicaments. D'après vous, quelles sont les raisons principales? Donc, sans grande surprise, la raison principale de la chute de la France au classement des pays producteurs, c'est la délocalisation d'une très grande partie de sa production. La France a plutôt axé sa stratégie autour de l'innovation plus qu'autour de la production, ce qui donc naturellement ne la met pas en première position du classement des pays producteurs. Et c'est un schéma assez classique en Europe où 40% des médicaments et 80% des matières premières proviennent de pays tiers à l'Union européenne. Donc en parallèle des délocalisations faites par les entreprises privées, qui est la raison principale, il y a aussi une seconde raison qui est celle de l'abandon des productions publiques, notamment hospitalières, sous la présidence de la PHP par Martin Hirsch pour des raisons budgétaires. Et donc, sur ce deuxième aspect, on a une proposition de loi qui a été présentée le 21 juin 2023, parlementaires de la France Insoumise. Il y avait Damien Maudet, Élise Leboucher et Mathias Tavel. Et cette proposition, elle vise à la création d'un pôle public du médicament, un établissement qui permet donc une planification sanitaire et une production pharmaceutique publique. Et ce texte s'inspire largement des travaux d'OTMS, de l'Observatoire. Et il prévoit un plus grand contrôle de l'activité des industries du médicament, des conditionnalités aux aides publiques et la mise en œuvre effective de la transparence. Et donc, à terme, ça pourrait faire en sorte que la France puisse produire davantage en local. Alors, quels sont les grands défis ou les obstacles du plan de relocalisation de Macron? Ils concernent plutôt le main-d'œuvre, les matières premières ou la technologie? Déjà, pour pouvoir commenter cette annonce, il faut l'analyser dans un contexte un peu plus large, un peu plus précis. Donc, en réalité, il faut savoir qu'on avait déjà 2 listes préexistantes. Donc, ce qu'a fait Macron, c'est d'annoncer qu'on avait 450 médicaments à intérêt thérapeutique majeur. Donc, juste avant cette annonce, on en avait déjà une des listes qui contenait 422 produits de santé. Et en parallèle, on a également celle de l'OMS. Cette liste, elle est mise à jour tous les 2 ans et elle compte 577 produits de santé dans cette liste.
avec l'annonce d'Emmanuel Macron, on est déjà en retard sur ce qui est fait à l'échelle mondiale. Donc à partir de cette liste de 450, ce qu'a annoncé Macron, c'est qu'on devait en extraire 50. Donc parmi ces 50, on en a 25 dont on va s'occuper rapidement et l'autre partie dont en réalité on ne dispose pas de date précise. Tout est assez flou et donc il est mentionné que nous allons produire ces médicaments-là en France. Donc d'abord les 25 assez rapidement et puis les 50 un peu plus tard. Produire en France, ça veut dire quoi ? On n'a pas d'informations sur la relocalisation des principes actifs et donc des matières premières. Et qu'est-ce qu'on va réellement produire en France ? On sait pertinemment que si on n'augmente pas cette production spécifique de matières premières, on ne règle pas le problème des pénuries. C'est un problème qui est structurel. Il nous faut des matières premières pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc le premier obstacle, c'est celui de la production des matières premières. Il faut être suffisamment clair et être capable de les produire à échelle locale ou européenne. Donc ensuite, pour que la relocalisation soit effective, il ne faut pas non plus tout miser sur le secteur privé. Il faut pouvoir permettre aux établissements publics, notamment les hôpitaux, de produire certains produits de santé. Ça a déjà été le cas par le passé en France et c'est encore le cas dans plusieurs pays, notamment le Brésil qui en est l'un des exemples les plus connus. Et donc en dernier point, par rapport à tout ça, il faut nécessairement pouvoir développer une stratégie européenne en matière de production pharmaceutique. La France, à elle seule, ne va pas réussir à produire 450 médicaments inscrits dans cette liste ou les 577 inscrits dans la liste de l'OMS. Il y a une nécessité de se coordonner. Et pour ce faire, il est avant tout nécessaire que les politiques publiques françaises et européennes soient fondées sur des éléments qui soient rationnels, qui impliquent inévitablement d'introduire de la transparence aux différentes étapes de production et de mise sur le marché des produits de santé. Merci Anis Francioni, porte-parole de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, de l'interview aujourd'hui.